Bonjour Aliénor, bienvenue dans Biz and Bibs. Bonjour Estelle, je suis ravie d'être là. Moi, je suis ravie de te recevoir. Alors, Aliénor, aujourd'hui, on est là pour parler de Tikino. Tu as créé une boîte, et une boîte aussi, on va dire, littéralement parlant, que tu as ici Oui. avec toi. Euh, Sachant que tu ne venais pas du tout du milieu de l'entrepreneuriat, tu étais avocate au barreau de Paris et tu t'es associée avec deux autres mamans pour créer un objet qui va permettre une alternative aux écrans pour les petits, notamment pour mieux les éduquer tout en pouvant raconter de belles histoires sans forcément utiliser les écrans. Tikino, aujourd'hui, c'est une aventure qui a plus de 3 ans, qui a pu partager plus de 240 000 histoires aux enfants. Tu as fait des collaborations avec des grandes maisons d'édition, Bayard, Gallimard, et plus de 1 million de chiffre d'affaires en 2024. Donc j'ai envie de revenir un petit peu au début de cette aventure. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022 pour que tu aies l'idée de créer Tikino? Alors d'abord, bravo pour ce petit résumé qui était très bien fait. Alors pour répondre à cette question, il faut que je fasse encore un peu de rétropédalage et que je te parle donc de ma vie d'avant. Donc effectivement, moi j'étais avocate d'affaires au barreau de Paris, mais je suis devenue avocate après un parcours quand même assez varié et pas très linéaire, plutôt littéraire. Et parce que j'ai fait une Hippocagne, après j'ai fait Sciences Po et j'ai suivi un master médias, arts et création à HEC. OK. Et c'est important dans mon parcours parce que j'ai toujours su au fond de moi que j'avais envie de revenir à cet aspect un peu plus créatif et littéraire de mon parcours. Mais je suis quand même restée avocate pendant 7 ans. C'était un métier que j'aimais beaucoup. J'étais avocate spécialisée en droit de la concurrence, droit de la régulation. C'était des OK. sujets assez complexes. Mais j'avais rejoint un cabinet à sa création et donc en fait, finalement, j'avais un peu grandi avec le cabinet et j'y étais extrêmement attachée. J'étais très attachée, à mes associés. Mais l'envers du décor, comme beaucoup, d'avocats, c'est que je travaillais vraiment énormément. Je pense que la génération d'aujourd'hui fait, davantage attention à son équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle. À l'époque, en tout cas moi, quand j'ai commencé à être avocate, je donnais vraiment, tout au cabinet, je travaillais beaucoup et donc finalement, le déclic pour arrêter cette vie-là, ça a été les enfants et Mmh. j'imagine que c'est une réponse qu'on doit souvent te Ouais. donner dans ce podcast. C'est tout à fait l'esprit du podcast Biz and Bibs, c'est justement les parents qui se reconvertissent à la naissance de leur enfant. Donc j'ai l'impression que c'est voilà, c'est aussi ton parcours, en tout cas, le Exactement. déclic que tu as eu. C'est sûr que, une vie de famille dans une vie à 1000 à l'heure, d'avocat, c'est compliqué. Qu'est-ce Oui. qui se passe? Tu tombes enceinte? Alors, donc ce qui se passe, c'est que je tombe enceinte en sachant que ça allait probablement être, assez compliqué. Ouais, de gérer, De les dé gérer, et mmh. puis, il y a quelque chose qui s'est passé un peu au niveau je dirais de la loyauté. Quand tu es avocate et surtout dans un cabinet comme le mien qui était à taille humaine, petite structure, on est vraiment un peu on est un peu dévoué et on travaille beaucoup, on donne tout et le fait tout d'un coup d'être, enceinte, forcément ça change un peu tes priorités Mmh. et donc tes Tu as senti associés. aussi un changement de regard, Ah oui, dans complètement, ouais. complètement. Je pensais que mes associés, bon, c'était des hommes, je me disais, ils sentaient que je commençais pas à leur échapper, c'est un peu fort peut-être, mais que les choses allaient plus être tout à fait pareilles. Et moi, un peu en bonne élève, je me disais, mais il faut au contraire que je leur Redouble montre d'efforts, qu'en fait, rien ne va changer, que ça va rester pareil. Et donc, à ce moment-là, j'ai continué à travailler énormément. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. J'ai accouché un peu trop en avance. ça tu ouais, En ça fait, le fait que tu aies trop travaillé, oui, ça a conditionné, cet en fait, mon accouchement congé prématuré? maternité n'avait même pas commencé, j'avais pris, je me rappelle, mon vendredi, parce qu'on devait aller s'acheter un canapé avec mon mari et on avait acheté un canapé. Ensuite, on était revenus à la maison, j'avais appelé les impôts et là, je m'étais dit: «Bon, j'ai quand même le droit de m'octroyer une petite sieste» et ça faisait 5 minutes pendant je pense que je dormais et là, j'ai perdu les os. Ah ouais. Donc j'ai même pas eu droit à cette Mais petite tu sais, sieste. des fois, les petits bébés, ils le sentent. C'est-à-dire que tu as pris ce temps-là Oui, pour te reposer et il s'est dit: «Bah, tu sais quoi? On va arriver bon. maintenant parce que sinon après elle va enchaîner». C'est vrai, non, mais c'est vrai parce que je sentais bien que là, j'étais relâchée, Mmh. que là, j'étais tout d'un coup bien et Ouais.
Et voilà. Et c'est, ça a quand même été un événement assez majeur pour moi, cet accouchement un peu prématuré. Bon après, mon fils C'était quelques semaines ou c'était en fait, quelques... c'est à peu près 1 mois et 2 semaines en avance. Quand même. Quand même, bon après mon fils avait un bon poids et ça allait, mais à la maternité, j'ai bien senti que c'était un peu tôt et donc j'en ai vraiment ressenti une énorme culpabilité. Vraiment, encore aujourd'hui, je sais que quand je parle de mon accouchement, j'ai toujours un peu d'émotion parce que j'ai toujours cette culpabilité à me dire: «Mais, au fond, pourquoi j'ai travaillé autant? Et un enfant, c'est quand même 1000 fois plus important». Et je me souviens, ma mère me répétait souvent, «Fais attention parce que tu sais quand une fois que l'enfant est là, il est là». Et je comprenais pas forcément le sens de ça, mais à ce moment-là, je me dis: «Mais en fait, oui, elle avait raison. En fait, quand, bah, l'enfant naît, il y a plus de retour en arrière possible et ce qui s'est passé avant pendant la grossesse, bah, ça va être structurant après, donc il faut faire attention». Et heu Tu su t'arrêter, du coup, vraiment, et pendant donc ce en tout cas, congé? ça a été un premier signal pour moi de me dire, de faire attention. Pour autant, j'ai quand même je suis quand même restée avocate pendant 2 ans et demi encore après, en tentant de vraiment concilier mes dossiers, ma vie familiale. C'était pas forcément facile. Je sais que je devais relayer la nounou, à 19h30, ce qui est déjà assez tard pour un bébé, Ouais. et ça me faisait partir du cabinet à 19h, ce qui était tôt pour un cabinet. Et donc j'avais l'impression d'être un peu perdante sur tous les tableaux, et ça, Mmh. c'était pas très satisfaisant. Et je me souviens aussi, donc ça a été un autre déclic, c'est qu'une fois j'avais pu rentrer, du cabinet un peu plus tôt que d'habitude. Et donc la nounou était partie, je m'étais retrouvée seule avec mon fils, et j'étais un petit peu démunie et désemparée par rapport aux activités à lui faire faire et à ses goûts et à plein de choses comme ça, et j'ai pas du tout aimé ce sentiment parce que je sais qu'on avait établi un lien très fort pendant le congé mat, et là, je sentais que le lien se disloquait un peu avec mon fils. Et donc là, je me suis vraiment dit, «C'est pas possible, c'est pas envisageable, en fait, d'avoir un lien comme ça avec son enfant». Donc comme je savais que j'en voulais un deuxième, je me dis: «Bah, là, le moment où j'aurai mon deuxième, ce sera le moment où j'arrêterai». Parce que, il me fallait un événement fort pour quitter ce cabinet avec lequel j'avais des liens assez forts, et je m'étais dit: «Quoi qu'il arrive, j'arrête, à mon deuxième enfant». Tu voulais quitter le cabinet avant ta deuxième grossesse ou après ton deuxième congé maternité? Je m'étais dit: «Quand j'aurai mon enfant, j'arrêterai, quoi». Et tu tombée enceinte rapidement après? Et je suis tombée enceinte assez rapidement après. Enfin, mes enfants ont 2 ans et demi d'écart. D'accord. Donc tu as Voilà. quand même, on va dire, encaissé, cette seconde, grossesse dans ce cabinet-là, même si tu savais qu'après, Oui, tu voulais partir? alors oui, et après j'ai beaucoup mieux vécu cette grossesse parce que j'avais quand même tiré plein de leçons de ma première grossesse. Donc vraiment su beaucoup plus faire attention et mettre des barrières et des limites. Donc cette grossesse-là était beaucoup plus sereine, et d'autant plus que je savais qu'une fois que j'aurais accouché, bah, je quitterais le cabinet. Tu avais réfléchi à l'après, ce que tu voulais faire? Non, pas vraiment. Justement, j'avais plein d'idées possibles, mais je m'étais dit: «Bah, quand je profite d'abord de mes enfants et ensuite je me pose, voilà, je commence à me poser des questions». À quel moment est venue l'idée de créer, ce projecteur d'images, pour enfants? Et donc, bah, là, finalement, je veux encore parler de mes enfants parce que c'est encore mes enfants qui ont beaucoup conditionné ma décision. Quand j'ai quitté la robe d'avocate, je me suis occupée de mes enfants. Et à ce moment-là, mon mari, travaillait énormément. Il venait de changer de métier. Il voyageait beaucoup et j'étais très souvent seule avec mes enfants. Et à ce moment-là, bah, je devais m'occuper à la fois d'un nourrisson et d'un petit garçon de 3 ans. Et finalement, c'est des besoins différents à des moments différents. Et en fait, c'est vraiment pas facile d'arriver à être disponible pour l'aîné et pour, ton nourrisson en même temps. Et donc à cette époque-là, bah, de temps en temps, je mettais mon garçon devant des dessins animés. Alors il pouvait y avoir des choses comme, Peppa Pig, je me rappelle, Le Petit Ours Brun, et puis il y avait des choses, comme, Pat' Patrouille. Et là, je savais qu'instantanément, ça allait capter l'attention, de mon enfant tout de suite, que ça, je le savais avec certitude. Mais je savais avec la même certitude que quand j'arrêterais le dessin animé, il y aurait une crise de colère pas possible, il y aurait des cris, des supplications de: «Maman, s'il te plaît, un autre épisode». Et c'est des choses qu'on peut facilement prendre pour des caprices. Et c'est après avec Tikino que j'ai compris que c'est pas ça Mmh. qui se passe en fait à ce moment-là dans l'esprit de l'enfant.
Et donc, en fait, ces crises de colère-là, elles me marquaient beaucoup. Je les associais aux écrans, mais sans comprendre vraiment pourquoi ça pouvait occasionner de telles crises de colère. Et après, j'avais aussi le sentiment que tout ce qu'on montrait aux enfants sur les plateformes, c'était pas forcément de très grande qualité et qu'il y avait plus un désir de capter leur attention plutôt que de leur apporter quelque chose. Mmh. Par rapport aux dessins animés de notre enfance, alors après, on a toujours un côté un peu nostalgique de l'enfance, mais je trouvais que les dessins animés qu'on regardait apportaient plus de choses, avaient plus de parti pris, étaient plus intéressants. Et, euh, et à ce moment-là, mon fils était dans une école maternelle assez chouette qui amenait souvent les enfants au cinéma et je les accompagnais. Et pour voir des courts-métrages, l'école avait aussi un ciné-club. Et grâce à ce ciné-club dont je faisais partie, je faisais partie du comité de sélection des courts-métrages. Donc, je les regardais, je les partageais avec mon fils et je voyais bien qu'il y avait des choses super jolies qui se faisaient, qui n'étaient pas beaucoup vues finalement, puisque c'est des courts-métrages qui passent au cinéma. Mmh. Et après, ils ont une vie finalement assez courte. Et donc là, je m'étais dit que c'était dommage de pas les voir, Ouais. de pas les voir davantage. Donc ça, c'était 2 choses qui me travaillaient. Et le vrai déclic de lancer Tikino, c'est un déjeuner que j'ai fait avec une amie, Lorraine Altmaier, qui est devenue mon associée. À ce moment-là, Lorraine, on était confrontés à peu près aux mêmes problématiques, sauf qu'elle, elle avait 3 enfants. Ah ouais. Et moi, j'étais petite joueuse par rapport à elle. Et on était donc confrontés vraiment aux mêmes problématiques et on discutait justement, des enfants, de la difficulté de s'en occuper, et de pas utiliser d'écran. Et de les distraire effectivement, ouais, de les divertir, Oui, exactement. en faisant une utilisation raisonnée, Oui. des écrans. Et à l'époque, il y avait beaucoup c'était vraiment l'essor des conteuses, histoires, les conteuses audio. Ouais, C'était l'essor de l'Uni, notamment, oui, les boîtes à les histoires. boîtes à histoires Mmh. et donc on discutait de ça et donc Lorraine, contrairement à moi, Lorraine, elle avait une forte envie d'entreprendre. C'était vraiment quelque chose, elle savait elle arrêtait d'être avocate. On s'est rencontrés à l'école du barreau, je ne sais pas si je l'ai dit. Elle avait arrêté d'être avocate parce qu'elle savait qu'elle avait envie d'entreprendre. Moi, c'était pas forcément mon cas. Moi, je savais que j'avais envie de trouver un sujet qui aurait du sens, mais sans forcément que ça passe par l'entrepreneuriat, ça pouvait passer par autre chose. Mais donc elle cherchait à vraiment un projet et donc moi, ça m'intéressait d'avoir ces discussions-là avec elle et après notre déjeuner, on a été à une expo une expo d'art et là, on regardait les tableaux et on se disait: «Quand même, c'est dommage pour ces conteuses audio qui sont super et qui font travailler, l'imaginaire, mais c'est quand même dommage de se priver complètement de l'image, Du visuel. du Mmh. visuel, parce que le visuel, ça peut apporter plein de choses. C'est beau, ça peut susciter des émotions, puis même en termes d'apprentissage, le fait de voir les choses, ça apporte, beaucoup plus. Donc on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire autour de l'image et puis ça permettra aussi de remettre l'image sur un piédestal par rapport aux images un peu, de pas géniales qui sont un peu liées à de la consommation, je trouve, Mmh. qu'on montre aux enfants. Comment vous avez fait, pour, réfléchir à ce concept et développer cette première boîte? Sachant que même si vous aviez, cette idée, ce projet, cette envie, vous ne veniez pas du tout du milieu de la tech et là, on a quand même un objet qui, voilà, qui rassemble une certaine, Mmh. technologie. Donc comment est-ce que vous avez fait? Oui, effectivement, on n'avait pas du tout, le profil, type pour lancer ce genre de projet. On avait juste une très grande conviction toutes les 2 et vraiment une Ça conviction de suffit, parfois ça suffit, c'est oui, entièrement suffisant, surtout quand on veut bien faire et qu'on a cette, vision finale puisque oui, c'était pour exactement. vos enfants, vous saviez exactement quel type de produit, vous vouliez finalement. Voilà, on avait vraiment cette expérience de mère de famille qui nous faisait sentir, que vraiment on tenait quelque chose. Et donc, au début, tout simplement, ce qu'on s'est dit, c'est, on va réfléchir à quel serait notre objet idéal qui permettrait, de montrer des belles images aux enfants. Donc on est passé par plusieurs idées, utiliser des diapos, je sais même à un moment qu'on avait évoqué les hologrammes. Enfin bon, on a été un peu loin, puis finalement on s'est dit: finalement le projecteur, c'est peut-être, l'idée la plus simple et puis, la plus efficace, pour justement, créer un objet qui appartienne à l'enfant, qui ne soit pas un objet fait pour les adultes qu'on met dans la main des Mmh. enfants, contrairement aux tablettes, aux smartphones. Ouais. Et hem et donc c'est comme ça qu'on a commencé. On a, à ce moment-là, multiplié les rencontres avec, des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs qui avaient fait du hardware. On nous avait dit,
c'est bien que chaque jour, vous rencontriez quelqu'un de différent. Et vraiment, on s'y tenait. Je me rappelle, après, on faisait un compte-rendu de l'entretien enfin, de la rencontre qu'on avait faite et ça nous apportait toujours, énormément. Et c'est grâce à une de ces rencontres, d'ailleurs, qu'on a fait la rencontre de notre 3e associée, Tiffaine Leroy, qui était, la femme d'un ami, du développeur qu'on avait rencontré, auprès de qui on avait demandé des conseils. Et c'est assez drôle parce que Tiffaine habitait à ce moment-là à Hong Kong, Ah ouais, donc vraiment donc loin. On a juste fait une visio avec elle et on s'est dit: «Bah, c'est bon. C'est bon». quelle expérience elle apportait Tiffen au projet? Tiffaine, elle pouvait apporter une expérience, énorme parce que Tiffaine, elle avait un profil d'ingénieur. D'accord. Elle avait fait Télécom Paris et donc elle avait une vraie connaissance qui nous manquait nous, une connaissance, plus tech, Mmh. du produit et en même temps, elle avait des connaissances en marketing, en communication parce qu'elle avait aussi, travaillé dans des startups, dans autour de la communication et du C'est elle qui a marketing. chapeauté plutôt la partie conception du coup de Oui, l'objet? oui. Alors après, il nous a fallu donc avec Tivien, donc on a peaufiné, cet objet idéal. On a fait un cahier des charges assez précis de ce qu'on voudrait et là, on a commencé à aller voir des bureaux d'études pour, commencer à travailler sur, le prototypage de cet objet. Combien de temps ça a pris entre le moment où vous avez vraiment défini le projet, le projecteur d'image et le moment où vous avez eu, le premier prototype ou le premier objet qui pouvait être commercialisé? Alors, on a commencé le prototypage, en fait, on nous avait dit, c'est marrant parce qu'un des entrepreneurs qu'on avait rencontré nous avait dit: «Vous verrez, vous allez changer 2 fois de bureau d'études, ça va vous prendre 3 ans de sortir un objet et ça va vous coûter 1 million d'euros». Et tout s'est révélé vrai. C'est vrai? Oui, tout s'est révélé vrai, c'est assez bluffant et il s'est passé exactement ce qui devait se passer. C'est Donc vrai, on a mis un incroyable. premier bureau d'études, et donc les choses se sont pas forcément passées comme on voulait. Donc on a changé de bureau d'études. On a choisi un bureau d'études, qui s'appelle Exenis, spécialisé dans l'optique. Ça a été une des très bonnes, décisions qu'on a prises dans la société. Ils nous accompagnent encore aujourd'hui et donc on a, pardon, Ça vous a pris 3 ans? donc en fait, vraiment, on a commencé le prototypage en avril 2020. D'accord. En avril 2020 et on a sorti le produit en juin 2022. Comment vous avez financé, le prototypage et aussi la première production? Alors le prototypage, ce qui est chouette en France, c'est qu'on a la BPI qui accompagne vraiment très bien les entrepreneurs et on a pu avoir 2 subventions. D'accord. 2 subventions, d'aide au prototypage et donc ça nous a beaucoup aidés. On a dû aussi un peu compléter en fonds propres parce que c'était pas tout à fait suffisant. Vous êtes fait incuber pour, vous faire Oui. accompagner sur tout le développement, produit et puis aussi business plan, marketing et Oui, cetera? on s'est, assez vi en fait, on nous avait très vite dit, et d'autant plus qu'on n'avait pas forcément les compétences clés qu'il fallait pour mener un projet comme ça. C'est très important de faire partie d'un réseau, de se faire entourer. Donc on a rejoint l'incubateur de Paris Co, qui était, dédié à la culture et à l'édition. Ça s'appelait le labo de l'édition. OK. On y est resté, je pense, 1 an et demi et après on a aussi fait un accélérateur de start-up qui s'appelle Wilco, qui nous a beaucoup aidés. On a fait le réseau Entreprendre. On a fait un autre incubateur plus tard à Station F. Donc Qui plusieurs s'appelait Space programmes, Green. Donc plusieurs programmes d'accompagnement. pour toujours et donc là, ça fait, oui, ça doit faire peut-être 1 an et demi, 2 ans qu'on n'est plus accompagnés parce que finalement, on a commencé à prendre notre envol. Mais c'était, oui, c'est si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment aux entrepreneurs, c'est vraiment de rejoindre un incubateur. C'est vraiment très utile à la fois pour les ressources qu'ils mettent à notre disposition, les personnes qui nous font rencontrer, les feedbacks, Ces programmes-là, vous les avez trouvés, via toutes les rencontres que vous aviez fait vous? C'est les entrepreneurs qui vous ont recommandé, les Oui, différents programmes? je pense que c'était comme ça. Mmh. Le premier Paris Co, je pense que c'est quelqu'un de notre entourage avait dû nous en parler et une des subventions qu'on avait demandé à la BPI, c'est notamment une subvention pour, rejoindre cet incubateur D'accord. qui s'appelait le PIA à OK. l'époque. Et pour le lancement, vous avez fait une campagne de Oui, crowdfunding? exactement. Donc après en complément des subventions qu'on a pu avoir, des fonds propres, on a fait cette campagne de crowdfunding qu'on a lancée en octobre 2020, qu'on a Très préparée. rapidement du coup après le prototypage, Oui. enfin le début en tout cas du Oui, prototypage? assez rapidement et après le problème, c'est qu'on a eu toute la problématique de pénurie des composants électroniques, donc Mmh. on a livré assez tard
les, De toute façon, c'était de la prévente, commandes. mais Oui, effectivement, ça a été long. ça a pris un peu plus de temps parce qu'on a fait cette, campagne en octobre 2020 et on a livré en mars 2022. D'accord. Donc les gens ont dû attendre un petit peu. Ça n'a pas forcément été facile de gérer ces déceptions-là, mais bon, voilà, Ouais. c'est Comment aussi, vous avez pu, gérer un petit peu l'attente? Vous avez proposé des choses intermédiaires ou? on tenait très régulièrement au courant, les personnes. On essayait, oui, autant que possible d'offrir des choses, mais finalement, les gens avaient compris que c'était aussi le jeu du LUL, hein, Oui, de soutenir des projets comme ça, qui sont naissants. qui sont naissants et qui aident, oui, au développement de projets alternatifs. Comment vous avez trouvé votre rôle à chacune? Parce que déjà entreprendre à 2, c'est un challenge, faut se répartir les rôles. Mais là, vous étiez 3. Comment est-ce que vous avez composé un petit peu votre propre puzzle, au sein de Tikino? Alors ça s'est fait assez naturellement finalement. Donc Tiphaine, elle venait avec son parcours de sa formation d'ingénieur. Donc elle a assez naturellement pris tous les sujets liés à la conception du produit, faire le lien avec le bureau d'études et avec aussi les développeurs avec lesquels on travaille en freelance. Elle a aussi pris en charge toute la question marketing. C'est elle qui a très, très bien géré, toute la préparation de notre crowdfunding qui a été un très grand succès parce qu'on a eu pendant l'été 11 000 inscrits et finalement 1 200 personnes qui ont converti, qui ont acheté et avec un budget marketing extrêmement limité. Donc on a fini dans le top 5, des campagnes les mieux financées du LUL. Donc Ah ouais! ça a été vraiment super. C'est vraiment une très grande fierté à l'époque pour nous d'avoir réussi, ce défi et c'était vraiment un boost énorme de se dire: «Bah, voilà, ça montre Oui, qu'on vous étiez au tout début finalement, on était au c'était tout très début encourageant. et on répond vraiment à un besoin des parents». Et ce que j'ai pas dit, c'est qu'en parallèle, on a commencé à développer notre catalogue de contenu qui se télécharge sur le projecteur et cette phase-là a été très importante aussi pour le succès de notre crowdfunding parce qu'on montrait qu'on n'était pas qu'un simple projecteur, on était vraiment une expérience à part entière et on voulait vraiment montrer le type de contenu, qu'on no un uni l'univers qu'on voulait proposer aux parents, un univers dans lequel ils pourraient avoir 100 confiance. C'est toi qui as pris en charge un petit peu plus cette partie Et collaboration alors éditoriale? Parce qu'avec ton passé du coup, oui. littéraire? Et donc cette partie-là, on l'a gérée et on la gère toujours, de façon conjointe avec Lorraine. C'est un gros, gros morceau du projet, donc c'est bien d'être, 2 pour cette partie-là. Quelle est la technologie, derrière, le projecteur que vous proposez? Alors, bah, en réalité c'est un projecteur assez simple et on va dire que notre innovation, elle est vraiment dans l'innovation d'usage. Aujourd'hui, on est le seul projecteur sur le marché vraiment, conçu et pensé pour l'enfant. Hem, mais sinon et ben, on est vraiment un projecteur assez classique, qui a une bonne résolution d'image et Qui n'est pas connecté à internet, du coup, c'est vraiment juste un projecteur, alors d'histoire? si, hem, il est connecté à internet puisque c'est grâce à ça que, le parent peut télécharger sur le projecteur les D'accord, histoires qu'il achète sur notre catalogue. En revanche, une fois que le contenu a été téléchargé, il va pouvoir mettre sur off le Wi-Fi pour être en mode avion. d'accord, Donc le Wi-Fi n'est utilisé que pour, le téléchargement d'histoires et pour les mises à jour logicielles. Mais OK. sinon, il peut fonctionner en mode déconnecté. C'est pour les 3-10 ans, c'est ça? Exactement, oui, c'est pour les 3-10 ans. Et au niveau de la lumière, enfin, ce que je lisais, c'était au niveau de la résolution d'image, c'est une lumière qui est moins agressive que la lumière bleue, des écrans? Oui, alors ça, c'est donc une des particularités de notre produit. Nous, on a vraiment voulu créer Tikino en se disant: «On va offrir aux familles une alternative aux écrans électroniques, une alternative apaisée aux écrans électroniques». En se disant: «On veut faire de l'image animée un moment de partage pour les familles et un moment d'apprentissage pour les enfants, sans surstimulation et sans addiction». Et pour nous, ça devait passer à la fois par le support et par les contenus. Donc le support d'abord, donc on est sur un objet qui est vraiment, fait pour l'enfant, donc adapté à lui. Il y a pas de risque qu'il tombe sur un contenu qui serait pas adapté parce que c'est un environnement complètement fermé. Contrairement à aujourd'hui, si les enfants vont sur YouTube et qu'ils risquent de tomber sur une publicité ou sur une bande annonce qui est pas du tout adaptée. Donc déjà pour ça, c'est complètement sécurisé. Ensuite, par rapport à un écran donc de téléphone ou un écran de tablette,
ce qu'on voit, c'est que nous, on propose une image grand format comme au cinéma. Et donc ça, c'est très important pour plusieurs, raisons. D'abord, ça rompt l'expérience isolée, très individuelle que Mmh. va provoquer, l'écran électronique où très souvent l'enfant est scotché tout seul, face à son écran. Ensuite, il y a le fait que comme l'écran est plus large et ben, on le regarde de plus loin. Donc il y a une Ouais. distance physique, mais aussi c'est intéressant émotionnel qui se fait avec ce qu'on regarde. L'enfant garde beaucoup plus son esprit critique avec ce qu'il va voir qui est projeté plus loin et aussi avec le type de lumière qui est émise. Il est beaucoup moins hypnotisé grâce à cette lumière. Et pour te répondre sur la question de la lumière bleue, donc c'est vraiment une lumière bleue directe qui est émise par les tablettes et les smartphones, tandis que nous, notre lumière bleue, elle est indirecte. On a fait une étude qui montre que Tikino va projeter 24 fois moins de lumière bleue qu'une tablette ou un smartphone. Et ça, c'est très important parce que en fait, la lumière bleue, c'est la lumière qui est émise par le soleil en principe. Et donc, c'est une lumière que l'œil associe au jour. Mmh. Et donc le fait de regarder un écran électronique, ça va complètement fausser notre horloge biologique qui va penser qu'il fait encore jour et donc il faut rester éveillé alors que ça va être le soir. Et donc tout ça, ça va créer une perturbation de l'horloge biologique, ça va décaler l'heure du coucher et ça va provoquer ce type de décalage. Pourquoi tu penses que c'est, important justement de proposer ce type d'alternative pour les enfants aux écrans classiques? Bah, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que, il y a un vrai problème, autour des écrans. On en parle de plus en plus. C'est des problèmes qui tiennent donc à la fois au support, et au contenu. Nous, c'est vraiment on constate, qu'aujourd'hui, il y a un vrai virage dans les contenus qu'on propose, aux enfants et on voit que les contenus qu'on propose sont de plus en plus, façonnés par la logique de l'économie de l'attention. Que l'objectif des plateformes, qui n'est pas du tout notre objectif, c'est vraiment de rendre l'enfant captif à tout prix, d'avoir son attention à tout prix. Et ça va jouer par, c'est une recette assez simple et je pense que il l'a elle est parfaite de plus en plus. C'est un rythme d'animation qui est très rapide. C'est des changements de plan qui sont très fréquents, une intensité, sonore importante, des stimuli, visuels, sonores, des flashs lumineux. Tout ça, en fait, c'est pour créer du rythme incessant pour que jamais l'enfant ne détourne son attention. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tout ça, ça active des réflexes archaïques chez l'enfant parce que des mouvements brusques, des bruits forts, tout ça, ça évoque le danger. Et donc le danger, eh ben, donc en fait, ça rend l'enfant en état d'alerte et d'hypervigilance, constante, tout en étant immobile. Donc ça se voit pas forcément, mais en fait, il se passe plein de choses autour Ouais. de lui, dans lui à ce moment-là. Et ça se voit quand on regarde un enfant qui regarde un écran, on voit on voit aujourd'hui que les enfants arrêtent de cligner des yeux. Ils ont souvent la mâchoire un peu serrée, les poignets serrés C'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, que quand ça s'arrête, et ça voilà et enchaîne aussi, ensuite sur plus de crises, exactement et après il y a les crises de colère et ça, c'est vraiment parce que pendant tout le temps de visionnage, en fait, le système nerveux a été beaucoup trop sollicité et que l'enfant est vraiment en état d'épuisement et donc c'est effectivement pas l'idée du caprice, mais c'est vraiment, l'idée que chez l'enfant, en fait, l'enfant est dépassé et il est vraiment trop submergé et donc c'est pour ça qu'il a absolument besoin là de l'adulte parce que déjà que pour un adulte, c'est compliqué de sortir de son téléphone et de sortir de l'algorithme qui propose, des choses, exactement en lien avec, ce qu'on aime et donc pour un enfant, bah, c'est vraiment une boucle infernale. Si jamais il y a pas quelqu'un pour stopper, mmh. il peut continuer quand même à consommer du contenu, sans fin et donc nous, vraiment, on veut proposer, une alternative à ça en se disant, on on remet la lenteur sur le devant de la scène, parce que la lenteur, c'est hyper important, c'est comme une pause, ça permet de prendre le temps de comprendre, de s'imprégner de ce qu'on voit, de ce qu'on entend et ça oui, de ralentir les choses, faire un écrin, dans lequel, enfants et parents, partagent, Mmh. de bons moments et ce dont on se rend compte, parce qu'aussi on propose des contenus de qualité, c'est que les moments, Tikinos sont des vrais moments de partage en famille, de rituels, Oui, parce que du coup, vu qu'il y a cette distance avec l'écran, tout le monde, peut en exactement. profiter. Quel est le type de contenu que vous proposez sur, Tikino? De ce que j'ai compris, il y a voilà, il y a des petits films, mais est-ce qu'on peut aussi, par exemple, faire défiler des livres? Est-ce qu'il y a des histoires un peu plus statiques?
Alors on propose 3 grandes catégories de contenus sur notre catalogue. C'est un peu comme ça qu'on l'a bâti. On a une première catégorie où on va retrouver, tout ce qui a trait à l'imagination, donc ça va plutôt être des œuvres de fiction. Donc on va avoir, donc des courts-métrages, des contes animés, des contes pour s'endormir, de la poésie. On a une deuxième catégorie qui est là plus centrée autour de l'éducatif. Notre idée là, c'est et c'est finalement, ce qu'on trouve le plus difficilement, OK. des bons contenus éducatifs, pour les enfants. Donc là, l'idée, c'est d'étendre les horizons des enfants. Donc, là, on leur propose des contenus pour apprendre l'histoire, l'écologie, la mythologie, l'histoire de l'art, toutes ces choses-là. Et donc là, on a un partenariat, par exemple, avec Bayard qui est extrêmement intéressant parce que, par exemple, on a les petits docs qui marchent très bien, une adaptation animée des petits docs. Et on a enfin une troisième catégorie qui, là, c'est plus des contenus pour faire bouger l'enfant, pour le faire interagir. Et donc là, pour encore plus être une alternative aux écrans, donc on propose des chorégraphies, des ombres chinoises, du yoga, de la méditation. J'adore. C'est chouette cette partie-là. Alors, aujourd'hui, vous êtes toujours que toutes les 3 à gérer Tikino ou est-ce que vous avez une équipe à vos côtés? Alors, on est toujours toutes les 3. Enfin, on est toujours 3 associés. On a une salariée, qui s'occupe, qui s'occupe de la partie relations clients, SAV. Et on va probablement être 5 à partir du mois de septembre. Pour Pour développer quel, Et là, ce sera plus pour la partie d'accord. communication digitale. Après, il y a d'autres postes qu'on aimerait développer, tout ce qui est relation avec les distributeurs, parce que c'est vraiment un travail à temps plein. On a aussi éventuellement un chargé de production, parce que finalement, on fait des commandes de plus en plus importantes à mesure de notre croissance, et donc ça nécessite une création de poste. Et puis éventuellement aussi la création tout ce qui concerne les contenus, parce que ça prend beaucoup de temps. Donc ce que j'ai pas forcément dit, c'est qu'on a à la fois des contenus partenaires. Donc on a par exemple Bayard, on a des producteurs distributeurs de courts-métrages comme Folimage, Les Films du Nord. Et puis on a aussi des maisons d'édition dont on adapte les livres. Donc ça aussi, D'accord. c'est quand même un travail assez important. Et puis on a des créations 100% originales, des histoires qu'on écrit, où on fait appel à des auteurs, on les fait illustrer, on les fait animer. Donc c'est vraiment des productions Tikino. Ah génial! Et ça, c'est super. On aimerait en faire davantage, mais ça prend Oui. du temps. Est-ce que j'ai envie de reprendre un petit peu en regard de tout ce que tu me disais au début. Est-ce que par rapport à ce nouveau train de vie que tu as, ce nouveau rôle de chef d'entreprise, d'associé, tu te sens plus aligné aujourd'hui avec la vie que tu mènes et la conciliation que tu peux faire avec ta vie, personnelle que quand tu étais, avocate au barreau? Alors oui, je me sens oui, c'est un bon mot, je me sens beaucoup plus alignée. Mais pour autant, c'est vrai que c'est pas enfin le rythme continue à être évidemment assez soutenu parce on est chef d'entreprise. Ce que je trouve difficile en tant que maman et entrepreneur, c'est que vraiment notre projet est toujours dans notre tête, et que finalement, il y a un grand brouillage entre vie personnelle et vie professionnelle. D'autant plus que moi, je développe un projet un produit pour les enfants, et donc mes enfants sont des cobayes constants pour moi. Oui, tu peux utiliser à la maison et du coup, tu as Oui. sans cesse des nouvelles idées. Ils l'ont beaucoup pété pour quand on a testé les prototypes, et puis ils le sont beaucoup pour les contenus. Je regarde toujours les contenus avec mes enfants, dans le cadre d'un comité de sélection, en fait, parce que c'est vraiment la cible parfaite. Bon, maintenant, ils commencent à être un peu plus grands parce qu'ils ont 8 et 10 ans, mais bon, ça, ils continuent à avoir bien intégré, en fait, notre ligne éditoriale et à bien me dire: «Oui, maman, ça, je pense que c'est vraiment un contenu pour Tikino». Et donc Finalement, c'est les mini, c'est ça. employés, les décideurs des histoires, Exactement. Donc finalement, plus aligné, mais avec ce brouillage un peu des Ouais. frontières qui est pas forcément toujours facile, je trouve, à bien gérer. Ça t'a aidé d'être associée à d'autres mamans, Exactement, c'est qui ce que peuvent j'allais dire, comprendre? c'est qu'on est 3 mamans, donc on est vraiment confrontées aux mêmes problématiques.
Et puis donc si on doit accompagner son enfant, chez le médecin, si on doit accompagner une sortie scolaire, si on doit, enfin évidemment il y a pas de débat et tout ça c'est très enfin on parle vraiment, le même langage toutes les 3. Ça s'est fait de façon assez fluide finalement la conciliation de chacune avec chacune vos vies de famille et cette nouvelle vie de chef d'entreprise? Bah, je crois que oui, je crois qu'on a réussi à tout trouver notre équilibre. On a un très bon soutien de la part, toutes les 3 de la part de notre famille, oui, qui nous soutient vraiment à 100 dans ce projet. Je sais que parfois quand je me sens un peu découragée, mon mari me dit toujours: «Mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de créer, vraiment c'est vraiment super et quelle bonne maman tu es par ailleurs». Donc il me dit des choses comme ça où après je me sens reboostée et je pense que c'est pareil pour, oui, pour Tiffen et pour Lorraine. Vous avez trouvé des bureaux? Est-ce que vous séparez vraiment la partie, je travaille sur Tikino et ensuite je rentre chez moi ou vous travaillez chacune de chez vous? Alors, bah, on est, aujourd'hui, on est vraiment très éclatés. Donc Tiffen est toujours en Asie, elle est plus à Hong Kong, mais maintenant elle est à Singapour. Lorraine était à Paris, maintenant elle est à Biarritz et moi je suis à D'accord. Paris. Donc on est toutes les 3, on est toutes les 3 éloignées donc on fonctionne beaucoup par Slack, par visio, on travaille beaucoup comme ça. Mais en tout cas, on a des locaux à Paris. Qu'est-ce qui vous a aidé à gérer la coordination avec, bah, du coup, cet espace, cette distance physique, mais aussi vos vies de maman respectives? Alors ça a été, finalement le covid a quand même pas mal aidé dans tout ça parce que ça a généralisé le travail à distance et la visio. Donc au final, on n'a pas beaucoup pâti de cette distance entre nous. OK, c'est comme si, enfin, de toute façon, vu que ça s'est fait comme ça dès le Voilà, début, exactement. Ça s'est fait ça comme ça dès le c'est début et donc finalement, bah, on a mis en place tout de suite des process en ce sens et donc oui, c'est assez naturel. Après, c'est sûr que c'est plus quand Lorraine est partie à Biarritz que là, ça a changé quelque chose entre nous parce que pour le coup, Lorraine et moi, on était tout le temps ensemble mmh. et c'est vrai que l'échange au quotidien est très, très riche et nourrit beaucoup, voilà, parce qu'on a plein d'idées qui peuvent venir de simples discussions et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous manque un peu et on essaye de s'appeler un maximum pour revenir un peu à ces échanges qu'on avait avant. Oui, justement, la solitude, ça peut être quelque chose que traversent beaucoup d'entrepreneurs. Toi, tu la ressens un peu moins vu que tu es quand même toujours connectée à Lorraine et Tiffen? Oui, finalement, comme on est très connectés toutes les 3. Et puis moi que je suis dans le bureau à Paris où, on a une salariée donc je Mmh. suis aussi avec elle. Finalement oui, je ressens pas trop cette, solitude de l'entrepreneur mais je pense enfin si, en tout cas parce qu'on a été 3 dès le début, mais je pense que c'est quelque chose moi qui m'aurait fait assez peur, Mmh. à l'idée de créer quelque chose toute seule, en tout cas. Vous êtes rentable aujourd'hui? Oui, on était rentable donc à l'année, 2024. Ah ouais. C'était une année, vraiment charnière pour nous parce que c'était une année de transition entre, notre modèle initial de projecteur et notre, nouveau modèle. Donc on l'a lancé, en Noël 2024 et donc cette année-là, donc on a atteint la rentabilité, on a atteint le 1 000 000 de chiffre d'affaires. Donc Waouh! oui, c'est vraiment des signaux super positifs pour nous, et très prometteurs pour la suite. C'est quoi les prochaines étapes, pour, Tikino? Alors on a plein de projets, à venir. On a notamment, on essaie de développer les accessoires autour du projecteur. Donc on a lancé une housse de protection pour pouvoir emmener, le Tikino en voyage. Là, on va sortir, prochainement une coque de protection, assez mignonne qui va entourer le projecteur pour plus de résistance au choc. Donc on a des projets de développement en ce sens. On a aussi, 1000 idées en termes de développement de contenu et d'autres axes qu'on aimerait beaucoup développer aussi, qu'on a pour le moment, mais qu'on sent bien que ce serait bien d'aller plus avant, c'est, les écoles, les médiathèques, les hôpitaux. Mmh. C'est des Parce que pour acteurs l'instant, vous avez une base principalement quand même de particuliers, oui, pour de l'instant, on clients? est quand même beaucoup c'est beaucoup les familles, qui achètent Tikino, mais on est quand même très sollicités par les écoles, par des acteurs publics, les médiathèques, les cliniques, les hôpitaux et donc en fait, on répond pour le moment aux demandes, mais on n'est pas proactive. Mmh. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait beaucoup développer parce que c'est vraiment, Tikino répond vraiment,
aux besoins de tous ces acteurs-là. Les écoles, parce que nous, on a beaucoup de contenu éducatif et ça permet aux écoles, aux maîtresses de s'affranchir des écrans, donc ça les intéresse énormément. Les hôpitaux, ce qui les intéresse beaucoup, c'est que donc notre projecteur a la particularité de diffuser des contenus au plafond Mmh. et sur le mur en face. Et donc pour des enfants qui sont hospitalisés, allongés sur leur lit d'hôpital, c'est extrêmement intéressant. Vous avez déjà démarché un petit peu ces acteurs ou c'est justement à faire, C'est vraiment des choses à faire. On a quelques clients, heu, parmi ces structures. On en a de plus en plus. On est vraiment beaucoup sollicités, mais on n'est pas dans cette Mmh. démarche de de démarchage. Mmh. Alors c'est tout nouveau puisque le 7 juillet, donc là on enregistre le 9, a été votée une loi instaurant une majorité numérique et interdisant aux moins de 15 ans l'accès aux réseaux sociaux. Comment tu perçois, toi, cette évolution, législative puisque tu agis pour une meilleure éducation aux écrans? Et dans comment Tikino s'inscrit-il dans ce, «combat» entre guillemets contre les écrans et notamment, bah, comme ce que tu disais, le contenu un petit peu non sollicité, des réseaux Oui. sociaux? Et ben, nous, on trouve que c'est évidemment extrêmement positif. Ça rappelle aussi l'interdiction très récente, des écrans pour les moins de 3 ans, dans tous les lieux, collectifs, comme les crèches et les garderies. Tout ça, c'est des signaux vraiment très forts qui sont, lancés aux familles, et qui montrent vraiment une prise de conscience du danger des écrans. Nous, alors, évidemment, nous, on agit bien avant les 15 ans. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que, bah, avant 3 ans, évidemment, enfin, l'enfant n'a pas besoin d'écran, donc ça nous semble vraiment une très bonne mesure. Même on aimerait que ce soit généralisé, mais pour l'instant, le fait que ce soit circonscrit au lieu d'accueil, on trouve que c'est quand même un message fort pour les familles parce que, en tout cas, moi, je sais que quand ma fille était à la crèche, les recommandations que je pouvais avoir de la crèche, je les notais précieusement parce que je me disais que c'était des conseils importants. Et donc, si la crèche dit vraiment pas les écrans sont Mmh. interdits, parce qu'il y a certains parents qui peuvent se dire, bah, finalement, non, un écran, c'est éducatif, même avant 3 ans. Mais non, et un enfant avant 3 ans, il a 1000 autres choses à faire, il doit interagir avec les autres, avec sa famille, il doit explorer le monde, utiliser sa motricité. Et donc ça, là, on est très en ligne là-dessus. Nous, après, notre discours, c'est après 3 ans, il faut pas, on pense qu'il faut plutôt accompagner qu'interdire les écrans. Mmh. De toute façon, ça devient compliqué, Ça hein. devient, oui, de Ils ont toute avec leur façon, caractère, ils voient les autres faire et ils ont oui, envie aussi évidemment d'y participer. exactement. Et on prend parfois la métaphore du fait d'apprendre à nager. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, d'interdire complètement l'accès à l'eau à des enfants et d'un coup les jeter dans le grand bain du Ouais. numérique et du connecté. Mmh. Nous, on se dit c'est un processus qui doit se faire de façon lente et progressive et armer les enfants au fur et à mesure, aux images, leur montrer les dangers aussi de tout ce monde-là, mais aussi, aiguiser leur esprit critique par rapport aux images et Mmh. leur faire le fait de leur montrer, des belles choses avec, une vraie volonté artistique derrière, un sens de l'esthétique, ça les éduque aussi à l'image et ça leur, peut-être ils seront plus exigeants aussi par rapport ensuite au flot d'images et d'informations qu'ils Mmh. recevront nécessairement par la suite. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu t'imaginais un jour œuvrer comme ça, pour l'éducation des enfants, aux écrans de façon raisonnée avec ton propre produit? Tu le disais toi-même au début, tu pensais pas forcément entreprendre un jour? Et ben, je trouve ça vraiment super parce que je l'aurais pas prédit. Et je me dis souvent, si je voyais, en offre d'emploi le poste que j'occupe actuellement chez Tikino, je me disais: «Mais c'est super!» Enfin, c'est vraiment, 100 fait pour moi. Vraiment, ce lien avec les enfants que j'ai toujours aimé avoir. Moi, j'adorais, mon rêve aussi, c'était d'écrire des histoires pour enfants et j'ai réussi à le faire avec Tikino et avoir un projet à impact, et ce qui est super quand on est entrepreneur, c'est que, bah, on a une idée, on peut la mettre, à exécution, en fait. Ça va vite et on a vraiment un impact immédiat et donc ça, c'est vraiment super. Quel conseil tu donnerais à la Aliénor, d'il y a quelques années, quand elle était encore au tout début, de Tikino? C'est pas facile comme question, je sais on a eu plein de galères, on a fait des erreurs, mais je trouve qu'elles ont été hyper, structurantes dans notre parcours
et qu'on apprend énormément de ces petits échecs et que ça va permet d'avancer, toujours plus loin donc bah, peut-être de pas de oui, d'y croire, de pas lâcher les bras parce que Mmh. vraiment quand on a, quand on sait et oui, d'être, très, de faire, de vraiment d'écouter son instinct Ouais, et quand on sait qu'on tient une idée, que ça répond à un besoin et que c'est ce qui permet de tenir. c'est ça qui permet vraiment de tenir, oui. Mmh. Et le fait d'être une équipe, et d'être vraiment aligné sur ces valeurs-là, c'est vraiment, très précieux. J'ai pas eu beaucoup de femmes à mon micro qui ont entrepris, dans la tech, Oui, pour, les enfants. Donc je suis ravie de te laisser mon micro. Dans la même veine, j'ai eu, Solène Boquillon-Le oui, Boisiou de Soft Kids. Donc je suis contente de mettre en lumière, ces initiatives-là, surtout au regard du débat actuel, enfin, parce que voilà, la loi sur, l'interdiction aux réseaux sociaux est très récente et je trouve que c'est très oui, pertinent qu'on ait cette, interview. Ce qui est chouette, c'est que ça nous donne à la fois une belle alternative aux écrans. Ça parle aussi de l'impact, tu nous as oui. bien expliqué l'impact, des «vrais écrans», on va dire, entre guillemets, sur les enfants. Et puis ça met aussi en lumière une belle histoire d'entrepreneuriat comme on les aime avec cette fois pas une, pas 2, mais 3 mamans. Donc c'est très chouette. Est-ce que toi, tu aurais une dernière chose que tu voudrais rajouter dans cette interview? Non, bah, c'est ta dernière remarque sur le fait qu'il y a peu de femmes dans la tech et effectivement, je te le confirme et ça peut être un autre conseil que je me serais donné à moi, plus tôt. C'est qu'on a quand même eu on a eu beaucoup de barrières à cause de ça. On a eu quand même eu pas mal de misogynie et quand on allait déposer des dossiers, on pouvait nous dire, «Ah mais en fait vous faites, ce projet, pour vos enfants, vous n'avez pas les épaules, vous êtes 3 femmes», donc il y avait quand même pas mal de dénigrement du fait de voilà, Mmh. d'être des femmes dans la tech. Et vous leur avez prouvé qu'ils avaient tort. Exactement et ça, c'est vraiment très, très, très satisfaisant. Aujourd'hui, d'être arrivé à ce niveau-là de l'entreprise par rapport à ces remarques qu'on a pu entendre, c'est oui. Félicitations. En tout cas, je suis très heureuse que vous leur ayez prouvé Oui. qu'ils avaient tort. Merci Aliénor pour ton partage dans Biz and Bibs. On embrasse très fort, Lorraine et Tiffen qui vont Oui, sûrement, je écouter cet transmettrai. épisode et très longue vie à Tikino. Eh ben, merci beaucoup Estelle. J'étais vraiment ravie de partager ce moment avec toi et puis bravo pour ce podcast parce que je trouve que le sujet de la parentalité et de vraiment la conciliation entre, l'entrepreneuriat et le fait d'être, je trouve enfin maman en tout cas, est un sujet, qui peut être un vrai frein. Mmh. Je C'est grâce à des histoires comme toi que je peux oui, montrer oui, la réalité, que c'est pas toujours tout rose, qu'on peut s'en sortir. Ce que j'aime bien dans ton discours, c'est que une des leçons très fortes, c'est que c'est OK de pas le faire tout seul et que, c'est très important d'être accompagné. Donc exactement. ça, c'est Oui, chouette. Merci Aliénor. je t'en prie.